Présent dans les garages de Formule 1 depuis presque 20 ans, Helmut Marko est une personne importante du paddock. Aujourd'hui, on le connaît comme le boss de la filière Red Bull, celui qui fait et défait les carrières, celui qui est capable de détruire la carrière d'un pilote en quelques mots. Mais Helmut a aussi eu une carrière dans ses jeunes années. Penchons-nous justement sur l'histoire d'Helmut Marko. Helmut Marko est né le 27 avril 1943 à Graz en Autriche. Durant ses jeunes années, il devient ami avec un de ses voisins, un certain Jochen Rindt. En parallèle de ses études de droit, Helmut va suivre Jochen dans ses aventures, c'est-à-dire sillonner les routes styriennes ou carrément se faire des courses au volant des voitures des darons au milieu de la ville de Graz. Peut-être influencé par son ami, il va s'intéresser au sport automobile. Il débute alors sa carrière à l'âge de 25 ans en Formula Super V, qui est en gros une série de championnats qu'on peut comparer à l'Africa aujourd'hui. Si Helmut Marko débute aussi tard, c'est en partie à cause de ses études qu'il termine en 67. En effet, Helmut Marko obtient un doctorat en droit. Avant une carrière en sport automobile, il envisageait une carrière d'avocat. Bref, après une saison prometteuse en 68, il passe en F3 l'année suivante. Les résultats sont timides, mais Helmut se fait remarquer. Et pas n'importe qui, puisque Porsche s'intéresse à lui. En 1909, Porsche n'a toujours pas gagné au général aux 24 heures du Mans et a même échoué dans la roue du vainqueur Jackie Ickx cette même année. Mais Porsche a déjà quelques belles lignes à son palmarès, avec notamment quelques titres en deuxième division. Mais ils veulent la victoire au général, du coup ils y mettent les moyens. Avec les 908 ou les 917 qui sortent des ateliers, l'armada Porsche est prête à battre la concurrence et il leur faut des pilotes. Outre les Pedro Rodriguez, Brian Redman, Joe Stiefert, Hans Hermann ou Vic Elford, il faut du renfort et des jeunes pour la marque de Stuttgart. Ainsi, Helmut Marko se fait recruter par le Martini Racing et va poursuivre sa carrière en endurance. Il débute en championnat du monde lors des 1000 km de Spa en catégorie Proto 3 litres et il termine deuxième de sa catégorie dès sa première course derrière la voiture sœur. La course suivante au Nürburgring, Marko termine 3ème de sa catégorie et 5ème au général. Helmut montre une plus grande assurance et une plus grande efficacité qu'en Formule 3. Puis après les 1000 km du Nürburgring, c'est le Big One, les 24 heures du Mans. Avec le retrait de Ford, Porsche est donné favori et ils répondent présent. Les nouvelles 917 s'illustrent et la numéro 23 de Hans Hermann et Richard Atwood s'impose devant la psychédélique numéro 3 de Larousse et Kausen. Et à la 3ème position, on retrouve la 908 Spider d'Helmut Marko et Rudi Linz qui montent sur la boîte en plus de leur victoire en 3 litres. Voilà comment se faire remarquer. Et Marko continue d'impressionner en remportant la victoire de classe lors des 6 heures de Watkins Glen dans la foulée. Quoi qu'il en soit, 1970 c'est la révélation Helmut Marko et ça va lui ouvrir des portes. Déjà en interne chez Porsche, mais pas seulement. Il passe au volant d'une 917K pour la saison suivante et il sera majoritairement accompagné par le néerlandais Guy van Lennep. Sa saison sera bonne et le point d'orgue de sa carrière a lieu en juin dans la Start. Pour ses deuxièmes 24 heures du Mans, au volant de cette 917K numéro 22 aux couleurs du Martini Racing, Helmut Marko et Guy van Lennep triomphent. Ils remportent les 24 heures du Mans avec 2 tours d'avance sur la Porsche numéro 19 de John Wyer. Et cette victoire va débloquer quelque chose dans la carrière d'Helmut Marko. La Formule 1. Helmut est approché par le Suédois Joe Bonnier qui engage des McLaren M7C à titre privé. Helmut doit faire ses débuts en Formule 1 dans l'enfer vert sur la Nordschleife. Malheureusement, l'Autrichien va devoir attendre car son matériel n'est pas prêt. C'est donc au Grand Prix suivant, chez lui en Styrie sur l'Österreichring qu'Helmut débute. Cette fois-ci, il est engagé avec BRM qui lui confie l'ancien modèle d'Oden Gandley, une P153. Ce Grand Prix d'Autriche voit également débuter un certain Niki Lauda. En qualification, Helmut Marko fait bonne impression avec le 17ème chrono juste devant John Surtees. Et alors que Joe Stiefert remporte sa deuxième et dernière victoire en carrière, Helmut Marko termine 11ème dans le même tour que son équipier Peter Gessin. De bons débuts. En Italie, Marko fait une meilleure qualification mais abandonne rapidement sur casse moteur. Les 2 dernières manches de la saison sont à Mosport au Canada et à Watkins Glen aux États-Unis et Marko termine chacune de ces 2 courses. Pas encore de points qui, je le rappelle, à l'époque étaient distribués jusqu'à la 6ème place et il faut dire qu'avec un châssis ancien, c'est beaucoup plus compliqué. Helmut Marko continue de boucler les Grands Prix et il termine même 10ème en Argentine, première manche de cette nouvelle saison. En parallèle, Marko évolue encore en endurance mais cette fois-ci avec Alfa Romeo. Lors de la Targa Florio, il réalise la course de sa vie, une performance exceptionnelle avec des tours ultra rapides pour terminer 2ème. Enfin, aux 24 heures du Mans, les Matra ont pris le pouvoir et les Alfa Romeo ne sont qu'outsiders.
Helmut sera contraint à l'abandon après un accident dans la 20e heure. Mais revenons à la Formule 1. Après avoir manqué le Grand Prix d'Espagne, il revient à Monaco avec un châssis évolué, mais toujours inférieur aux pilotes de pointe. Sous les trompes d'eau, Helmut réalise sa meilleure performance avec la 8e place à l'arrivée. Marco est constant et il n'a pour le moment abandonné qu'une seule fois. Et il confirme avec une nouvelle 10e place en Belgique. Et bonne nouvelle pour le Grand Prix de France à Charade, Marco va recevoir un nouveau châssis. Si Marco récupère le modèle le plus récent de BRM, c'est parce que Beltoise a préféré utiliser son ancienne voiture. Tant mieux pour Marco, on a envie de dire. Charade, c'est un circuit mythique de l'Hexagone. Surnommé le Nürburgring français, il offre un tracé vallonné qui sillonne les pentes du Massif central à l'ombre du Puy-de-Dôme avec à certains moments une vue imprenable sur Clermont-Ferrand. Et évidemment, ce circuit fait partie des plus dangereux au monde, et les roches volcaniques qui tombent souvent sur la piste n'arrangent pas les choses. Ici, les impacts de cailloux sur les casques accompagnent les bruits des moteurs. Et c'est sur ce circuit de pilote qu'Helmut Marko réalise sa meilleure qualification en F1, 6ème, devant François Sever, Emerson Fittipaldi et Ronnie Peterson. C'est pas mal. Clairement, il peut prétendre à ses premiers points. Marco réalise un bon départ en doublant Tim Schenken pour la 5ème place, mais dès le 5ème tour, l'Autrichien doit céder contre Emerson Fittipaldi. Néanmoins, il parvient à suivre la Lotus. Mais au 9ème tour, c'est le drame. Une pierre soulevée par Fittipaldi arrive sur le casque de Marco et transperce la visière. Marco est touché à l'œil gauche et malgré la surprise et la douleur, il parvient à contrôler sa voiture et à se garer sans créer de suraccident. Aussitôt, les secouristes sont envoyés sur place et c'est Vic Elford et François Mazet qui conduisent les voitures. Les médecins constatent la gravité des blessures de Marco. Il a le visage ensanglanté et est évacué vers un hôpital de Clermont-Ferrand. Alors que Jackie Stewart s'impose devant Emerson Fittipaldi et Chris Simon, les médecins opèrent Helmut Marko. Le verdict est sans appel, l'œil gauche de l'Autrichien est perdu. À 29 ans, le vainqueur des 24 heures du Mans 71 et pilote prometteur de Formule 1 doit mettre un terme à sa carrière. Cet accident sera l'un des facteurs qui fera disparaître Charade du calendrier de la Formule 1. Que fait Helmut Marko après avoir perdu son œil? Oui, il se soigne, évidemment. Mais reste-t-il en sport automobile ou se dirige-t-il vers une carrière d'avocat? Eh bien, surprise, il reste en sport automobile. Il va d'abord devenir manager de pilote et il verra passer quelques noms comme Gerhard Berger ou Karl Wendlinger. Mais ce n'est pas tout. En 1981, il crée son équipe de course, RSM Marko. Pour sa première année, RSM Marko évolue en endurance et plus particulièrement en 24 heures du Mans avec une BMW M1 de la catégorie GT. Il engage 3 pilotes allemands avec Christian Danner, Peter Oberndorfer et Léopold de Bavière, mais ça se termine par un abandon. La suite de RSM Marko s'écrit en DTM à partir de 1984, donc au lancement de cette catégorie. Année qui se termine par 3 podiums et une 7ème place au classement général par Oberndorfer. L'histoire continue en DTM jusqu'en 89 où RSM décroche d'excellents résultats comme avec Volker Weidler qui termine vice-champion en 86 avec les 2 premières victoires de Marko en tant que patron d'équipe. Après, l'équipe aura un petit peu plus de mal. Direction la monoplace en 89 avec la F3 allemande où RSM engage Karl Wendlinger qui va tout simplement décrocher le titre devant Heinz Harald Frentzen et Michael Schumacher. Rien que ça. Après ça, en 90, direction la F3000, mais les résultats ne sont pas terribles. Seulement un top 5 avec Wendlinger. Mais c'est mieux en 91 avec notamment un podium. Pas de course pour RSM en 92, en revanche en 93 et 94, Marko retourne en F3 allemande et il décroche le titre avec Jörg Müller pour sa 2e saison. Et il retourne en F3000 en 96 et rebelote, Jörg Müller décroche le titre. Helmut Marko a conduit son équipe au titre de F3000. C'est pas rien. Et en 1997, Helmut Marko fait rouler Juan Pablo Montoya qui devient vice-champion. Et à partir de 1999, l'histoire d'Helmut Marko prend une toute autre tournure. Helmut est ami avec le patron de Red Bull, l'Autrichien Dietrich Mateschitz. Ce dernier a fait entrer sa marque de boisson en sport automobile et en Formule 1 discrètement, avant de prendre un peu plus de place au fil des années. Et à partir de 99, Mateschitz va aider Marko. Et Marko va aider Mateschitz. RSM Marko devient Red Bull Junior Team, et elle a pour vocation, vous l'avez compris, de promouvoir en Formule 1 des pilotes issus de la filière Red Bull, en tout cas des pilotes sponsorisés par Red Bull. Et Marko, il a l'œil pour ça. Enfin, peut-être pas au début, parce que leur première pépite, si j'ose dire, c'est Enrique Bernoldi. 16ème en F3000 chez Marko en 2000, Red Bull a tenté de le placer chez Sauber, équipe que la marque de boisson sponsorise depuis plusieurs années. Sauf que, finalement, Sauber ne le veut pas puisqu'ils ont trouvé, selon eux, meilleur pilote, Kimi Raikkonen. Mais Marko trouve un autre point de chute pour le Brésilien,
Arrows. Bon, les seuls faits d'armes de ce pilote, c'est d'avoir posé sur la même photo que Montoya, Raikkonen et Alonso, ainsi que d'avoir bloqué pendant 35 tours David Coulthard à Monaco. Bernoldi a disparu de la F1 en même temps qu'à Arrows en cours de saison 2002. Mais l'avenir se dessine pour le Red Bull Junior Team. En 2003, deux de ses pilotes, à savoir Vitantonio Liuzzi et Patrick Tresacker, terminent 4e et 5e de la F3000. Et c'était la dernière année de l'équipe Red Bull Junior Team, parce que la formule va évoluer. Les pilotes ne sont plus envoyés chez Marco, mais ils sont soutenus par la filière via un sponsoring assez reconnaissable, et peu importe l'écurie dans laquelle ils roulent. De plus, Jaguar est racheté par Red Bull fin 2004 et Helmut Marko est nommé consultant au sein de cette équipe par Dietrich Mateschitz, en plus de conserver sa place à la tête de la filière Red Bull. Et on lui facilite les choses en 2006 avec la naissance de l'écurie B de Red Bull, Toro Rosso, née du rachat de Minardi. Dès lors, Helmut Marko va pouvoir placer ses jeunes pépites en F1 et Vitantonio Liuzzi en fera partie. Mais en coulisses, d'autres pilotes ne sont pas loin. Sébastien Vettel arrive en F1 en 2007 et Red Bull ne jurera que par l'allemand. Red Bull a changé le visage de la F1 et Helmut Marko fait partie des artisans les plus importants du succès de cette marque. Mais l'Autrichien se fait également remarquer par son favoritisme et sa dureté. Le favoritisme est assez évident après l'affaire du Grand Prix de Turquie 2010, lorsqu'il soutient aveuglément Vettel pourtant semble-t-il plus fautif. Puis au fil des années, on aura d'autres histoires similaires. Pour la dureté, Marko n'a jamais été tendre avec ses recrues, bien souvent intimidés. Il leur donne leur chance, mais ils doivent à tout prix être performants immédiatement. Il met énormément de pression sur les épaules de ces jeunes pilotes. Beaucoup de pilotes repérés par Helmut Marko se sont cassés les dents en Formule 1, comme Buemi, Alguersuari ou Vergne. D'autres n'ont jamais pu voir les couleurs de la F1 car écartés par notre cher docteur Marko. Certains, bien qu'écartés, ont tout de même pu arriver en F1 comme Brennan Hartley, lâché puis repris en 2017 lorsque la filière s'épuisait, ou encore Alex Albon dont l'histoire est similaire. Mais malgré son côté très rigide, Marko s'est fait une réputation très solide. Vettel, Ricciardo, Sainz, Kvyat, Gasly et évidemment Verstappen. Tsunoda et De Vries doivent encore prouver et derrière, la filière a du stock. Et ils sont tous unanimes, quand ils voient sur leur téléphone appel entrant Helmut Marko, le stress monte. C'est parce que ce monsieur, ancien pilote de Formule 1 et vainqueur des 24 heures du Mans, a un sacré pouvoir. Il peut porter une carrière de pilote au plus haut sommet ou la détruire parfois très durement avant même que celle-ci ne démarre vraiment. C'est un personnage qui ne laisse que très peu de monde indifférent. C'était l'histoire d'Helmut Marko. En attendant les prochaines vidéos, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis en description quelques liens, soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Helmut Marko, même si ça peut être difficile parfois. À la prochaine. Il fait chaud, putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Voilà, je crève de chaud. Bref. Helmut Marko fait, je pense, c'est difficile parce qu'il n'a pas duré assez longtemps en Formule 1 pour qu'on puisse vraiment dire ah, il aurait pu vraiment gagner des courses et avoir un titre. Mais bon, il reçoit une nouvelle voiture sur un circuit difficile et il fait 6ème. Alors il y a des similitudes entre les anciens châssis et les nouveaux châssis, mais bon, quand on va dans le détail en Formule 1, c'est différent, il faut s'adapter. Donc ça montre qu'il avait vraiment un vrai coup de volant, quoi. Et puis en endurance, il faisait des bons résultats. Il était aussi consistant, régulier. Putain, comment ça va? Oui, ça marche dans les deux cas. Mais bref. Donc ouais, clairement, ça pouvait être un pilote solide. En tout cas, un bel outsider. Il est peut-être pas champion du monde, mais il aurait pu faire des podiums et peut-être des victoires. Clairement. Bon, au final... Après, est-ce que c'est à cause de ça qu'il a un petit peu l'air grincheux? Est-ce que c'est à cause d'avoir perdu son œil et d'avoir dû stopper sa carrière qu'il est devenu un petit peu grincheux? Ou était-il comme ça déjà à l'époque? Je sais pas. Non, pour le coup, je sais pas. Mais j'aimerais bien savoir. Donc si jamais quelqu'un a une réponse, je suis curieux. Et si vous vous demandez ce que c'est, c'est juste un strap. Parce que j'ai mal au poignet. Bah, c'est tout. Et il est rose parce que, ben il est rose quoi. J'ai avec ça, je m'en fous. Voilà. J'ai peur de l'enlever en fait. Vous savez, les pansements, ou les trucs, ou même le scotch et tout, quand vous enlevez, ça fait mal. Des bisous.